Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast, Les pros savent, dédié à un sujet très important si vous souhaitez lancer un projet entrepreneurial. Vous l'avez compris, nous allons parler de création d'entreprise. Et dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre les bases avant de vous lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Je suis Grégoire Charroyer, expert en création d'entreprise et depuis 12 ans, j'accompagne les porteurs de projets à lancer leur activité. Mon objectif ? Vous faire partir du bon pied pour pérenniser votre projet. Et dans cet épisode, on va parler de la responsabilité du dirigeant en cas de difficulté. On entend très souvent « j'ai une société, ma responsabilité est limitée, je ne risque que mes apports ». Alors c'est vrai dans son principe, mais incomplet. Et dans cet épisode, nous allons avancer en 3 temps. D'abord, on va présenter ce que protège vraiment la responsabilité limitée. Ensuite, nous verrons ce qu'il se passe quand l'entreprise bascule en cessation de paiement et qu'une procédure collective s'ouvre. Et enfin, dans quel cas la protection peut être remise en cause et surtout comment le dirigeant peut se protéger. Donc, commençons par la notion de responsabilité limitée. En France, dès que l'on crée une société comme une SARL, une EURL, une SAS ou une SASU, on crée une personne morale avec son propre patrimoine. Les dettes professionnelles sont par principe des dettes de la société, de la personne morale. Le patrimoine personnel du dirigeant, lui, est complètement séparé de cette personne morale. Concrètement, cela veut dire que si la société ne peut plus payer ses fournisseurs, ce sont les biens de la société qui sont engagés, et pas automatiquement la maison ou les économies personnelles du dirigeant associé. Et ça, c'est le cœur de la responsabilité limitée. Les associés ne sont tenus qu'à la hauteur de leurs apports, sauf engagement particulier de leur part. Cette logique de séparation existe aussi dans le nouveau statut d'entrepreneur individuel. En effet, depuis la loi du 14 février 2022, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du dirigeant sont séparés de plein droit, le second étant en principe protégé des créanciers professionnels. Mais attention, cette protection n'est pas un bouclier absolu. Le dirigeant peut être exposé dans plusieurs hypothèses. Premièrement, s'il est porté caution personnelle au profit de la banque ou du bailleur. Dans ce cas, il s'engage directement avec ses biens propres. En cas de défaillance de la société, la banque peut se retourner directement contre lui, indépendamment de la procédure collective. S'il commet une faute de gestion grave, ayant contribué au passif de la société, donc ayant généré des dettes, ou ayant même provoqué la liquidation judiciaire, il peut alors être condamné à combler tout ou partie du passif social sur ses biens personnels. Et donc, on va liquider ses biens personnels pour payer les dettes de la personne morale. On parle d'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Mais il faut être clair. En principe, dans une procédure collective classique, que ça soit un redressement ou une liquidation judiciaire, le patrimoine du dirigeant associé reste protégé. Les dettes de la société ne se transforment pas automatiquement en dettes personnelles du dirigeant. C'est seulement dans des cas particuliers que ce principe peut être remis en cause. Et c'est ici que beaucoup de fantasmes circulent. Dépôt de bilan égale on va prendre ma maison. En réalité, c'est souvent l'inverse. La procédure collective est d'abord un outil de protection, y compris pour le dirigeant, tant qu'il n'a pas commis de faute grave. Et le point de bascule, cela va être la cessation de paiement. La cessation des paiements est définie par le Code de commerce comme l'impossibilité de faire face aux passifs exigibles, donc aux dettes à payer, avec l'actif disponible, donc la disponibilité, la trésorerie bancaire de l'entreprise. En langage simple, le passif, ce sont les dettes arrivées à échéance, et l'actif, les liquidités ou quasi-liquidités immédiatement mobilisables. Le dirigeant a alors une obligation très importante. Il doit déclarer la cessation des paiements au tribunal dans les 45 jours, sauf s'il a déjà demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation dans ce délai. Ne pas le faire peut entraîner des sanctions personnelles, comme une interdiction de gérer. Et une fois la cessation des paiements constatée, le tribunal peut ouvrir une procédure collective adaptée à la situation de l'entreprise. La sauvegarde est réservée aux entreprises qui ne sont pas encore en cessation des paiements, mais qui rencontrent des difficultés qu'elles ne peuvent surmonter seules. C'est une procédure préventive, très protectrice parce qu'elle va geler les poursuites et permet d'élaborer un plan de sauvegarde. La procédure de redressement judiciaire est ouverte aux entreprises en cessation des paiements, mais dont le redressement paraît possible. L'objectif est de permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif par un plan d'apurement des dettes. Enfin, la liquidation judiciaire intervient lorsque l'entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. On met alors
fin à l'activité, on réalise les actifs, c'est-à-dire qu'on les vend, et on répartit le produit de cette vente des actifs entre les créanciers selon l'ordre des privilèges. À l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement, plusieurs effets protecteurs jouent automatiquement. On suspend les poursuites individuelles des créanciers contre la société. Il y a une interdiction de payer les dettes anciennes en dehors du cadre de la procédure. Et il y a une mise en place d'une période d'observation pour analyser la situation de la société. Tout cela concerne le patrimoine de l'entreprise. En principe, la procédure collective n'atteint que le patrimoine du débiteur soumis à la procédure. Ici, c'est la société, et non celui du dirigeant en tant que personne physique. Donc, en redressement judiciaire, le patrimoine personnel du dirigeant reste séparé. Ces dettes-là restent des dettes de la société. C'est seulement si les conditions particulières sont réunies que l'on peut aller chercher le dirigeant sur ses biens propres. Maintenant que le cadre est clair, on peut regarder les vrais cas de mise en cause du patrimoine personnel du dirigeant. Le cas le plus emblématique, souvent redouté, c'est la liquidation judiciaire d'une personne morale qui fait apparaître une insuffisance d'actifs. Et le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, condamner le ou les dirigeants à supporter une partie du passif sur leur patrimoine personnel. Bref, on va chercher le patrimoine du dirigeant pour payer les dettes. Et les juges recherchent notamment la gravité de la faute, le lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actifs et la part de responsabilité de chaque dirigeant. Et il y a des exemples typiques de fautes retenues. L'absence ou la falsification de comptabilité, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais, le détournement d'actifs ou le transfert injustifié de fonds vers d'autres sociétés. Mais c'est important de le dire clairement. Sans faute de gestion caractérisée, le dirigeant n'est pas condamné à combler le passif. La protection de base de son patrimoine reste donc la règle et la condamnation personnelle l'exception. Alors, il existe d'autres cas d'engagement du patrimoine personnel. Je pense à la caution personnelle du dirigeant qui est très fréquente dans des petites entreprises. La banque accepte d'octroyer un prêt à une société mais demande au dirigeant de se porter caution personnelle. Et donc, en cas de défaillance de la société, la banque peut se retourner directement contre lui, indépendamment de la procédure collective. Et en cas de manœuvre frauduleuse ou de manquement grave et répété aux obligations fiscales, le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impôts dus par la société. Il y a des sanctions pénales et professionnelles comme l'abus de biens sociaux, le travail dissimulé qui peuvent entraîner des amendes, des peines et des sanctions personnelles comme la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. Et dans ces cadres-là, on ira forcément chercher le patrimoine personnel du dirigeant. Maintenant, comment le dirigeant peut se protéger concrètement ? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'un dirigeant de bonne foi qui gère avec sérieux et qui anticipe a de nombreux leviers pour limiter les risques. Quelques réflexes simples mais déterminants. Tenir une comptabilité fiable et à jour. Séparer strictement les flux personnels des flux professionnels. Réagir rapidement aux difficultés en négociant avec les créanciers, en sollicitant un conseil d'un avocat ou d'un expert comptable. Et on l'oublie souvent, plus on agit tôt, plus le droit offre des outils protecteurs. Avant même la cessation des paiements, le dirigeant peut recourir à une conciliation pour renégocier ses dettes de manière confidentielle ou à une procédure de sauvegarde qui suspend les poursuites et permet de restructurer l'entreprise. Pour conclure, si on veut résumer, oui, le patrimoine du dirigeant associé est protégé. La société a son propre patrimoine et les procédures collectives visent d'abord ce patrimoine-là. Le dirigeant n'est pas automatiquement embarqué avec sa maison et ses économies. Cette protection connaît des exceptions encadrées, la caution personnelle, la faute grave, la fraude fiscale ou pénale. Mais ce sont des hypothèses particulières, ce n'est pas la norme. Un dirigeant de bonne foi, bien conseillé et bien assuré a de vraies cartes en main. Alors osez entreprendre, mais ne le faites pas les yeux fermés. Merci d'avoir suivi cet épisode et l'ensemble de la série Les Pros savent. J'espère que ces 10 épisodes vous permettront de mieux comprendre les bases de la création d'entreprise et de partir du bon pied pour pérenniser votre projet. Bon lancement à toutes et à tous.